Donc, on va reprendre. Merci de regagner vos places. On va passer maintenant à la table ronde, la première table ronde qui s'appelle « Défis et opportunités pour la mise en œuvre du développement durable dans les communautés locales ». Donc, on ne peut plus être au cœur de la thématique de la journée d'aujourd'hui. Donc, je vous présente Chloé Barrett-Bennington, qui sera l'animatrice de la table ronde. Chloé est chargée de projet formation et transdisciplinarité au CIROD, le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable, comme le disait plus tôt M. Roche. Elle a œuvré en médiation et facilitation de groupes, en art-thérapie, ainsi qu'en coordination de projets dans le milieu communautaire à Montréal, avant d'investir le domaine socio-agroalimentaire à Québec et ensuite à Terre-Neuve-Labrador. Elle s'intéresse tout particulièrement au rôle des organisations comme acteurs de changement et de développement de communautés. Donc voilà, sans plus tarder, je laisse Chloé prendre le relais. Merci, Jason. Je n'ai jamais entendu personne lire ma bio, donc c'est une première fois pour moi. Je suis super contente d'être ici et de représenter le CIROD. Donc, le CIROD a soutenu ce merveilleux projet là, depuis le début, puis on est vraiment fiers de ses accomplissements et aussi vraiment fiers de voir à quel point ça a réuni plein de gens aujourd'hui pour venir parler de comment intégrer le développement durable dans les communautés. Donc, ça va être très bref pour moi. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde et de vous présenter là, les 6 acteurs et actrices qui vont venir vous parler de comment eux ont vraiment pu mettre en œuvre là, le DD à leur échelle. Donc, comment ça va fonctionner? Si je vais présenter chaque animateur, ils vont pouvoir venir, avec une courte présentation, vous présenter l'initiative. Donc, voilà. Donc, le premier intervenant va être Simon Paquette. Donc, Simon Paquette est urbaniste et occupe le poste d'officier en développement durable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de son petit nom, le MAMACH. Donc, après des études en géographie et d'aménagement du territoire et de développement régional, Simon séjourne au ministère où, au cours de sa carrière, il a accompagné le milieu municipal dans les domaines de la gestion municipale, de l'intégrité, de l'aménagement du territoire et de la gouvernance avant de faire le saut en développement durable. Il va venir vous parler aujourd'hui du plan d'action en développement durable du MAMACH. Donc, Simon. Merci Chloé pour la présentation. Donc, ça, c'est la manette qui est difficile à comprendre. Ton verre au milieu. OK, au milieu. Parfait. Eh bien, bien heureux d'être ici. Bonjour, bonjour à tous les participants, en présence et en virtuel également. On ne vous oublie pas. Et puis, bien, les remerciements pour commencer, ils ont déjà été faits, donc je vais quand même être bref, là, mais bien, merci pour l'accueil à tous, pour l'invitation également. Et puis, bien, je souhaite également remercier, plutôt saluer mes copanélistes avec qui j'ai l'honneur de partager cette table ronde sur la mise en œuvre du développement durable dans les communautés. Alors, donc, c'est ça, je représente le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. J'en suis son officier en développement durable, comme il a été dit. Donc, en quelque sorte, là, je vais vous présenter la vision de l'État sur la mise en œuvre du développement durable. J'ai été invité, comme en témoigne le titre de la présentation, là, à présenter le plan d'action de développement durable du ministère des Affaires municipales. Pour introduire ma présentation, en fait, je dirais un mot sur la démarche de développement durable du gouvernement du Québec. C'est ce milieu-là. Je trouve que c'est à propos, là, parce qu'effectivement, on peut se demander comment s'intègrent les objectifs de développement durable, parce que c'est de ça on parle aujourd'hui, là. Comment ça s'intègre au Québec. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais le Québec est l'un des premiers États du monde à avoir adopté une loi sur le développement durable. Il l'a fait en 2006, et puis la loi sur le développement durable, elle a constitué, en fait, là, en 2006, le chapitre 3 des lois annuelles du Québec, puis elle a subi très peu de modifications depuis ce temps-là. Donc, c'est le cadre qu'on a au Québec. Puis à ce moment, le Québec a amorcé une transition devant favoriser à la fois
ce qui constitue en fait les trois piliers, les trois sphères du développement durable, donc la protection de l'environnement, le progrès social et la prospérité économique, ce qui constitue effectivement les fondements là, du développement durable. En fait, la loi sur le développement durable vise environ 110 ministères et organismes gouvernementaux qui sont visés par la loi. Ces organisations-là, en fait, on peut constater les progrès qui sont réalisés en matière de développement durable par l'entremise des rapports annuels de gestion des ministères et organismes. Ces rapports-là qui sont déposés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est des documents publics. Et puis, dans ces rapports annuels, il y a effectivement une section là, sur les réalisations en matière de développement durable de chacun des ministères et organismes. Selon la loi, en fait, le développement durable se met en œuvre par l'entremise d'une stratégie de développement durable. Et puis, ben là, c'est quand même assez récent. Ça fait 1 an que la 3e stratégie gouvernementale de développement durable a été adoptée. La 3e, évidemment, faisant suite à l'entrée en vigueur de la loi. Donc, c'est en mars 2023 que cette stratégie-là a vu le jour. Dès ce moment-là, en fait, elle a dirigé les ministères et organismes dans leur démarche d'élaboration d'un plan d'action de développement durable qui couvre la même période, c'est-à-dire du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Ces plans d'action de développement durable-là, en fait, ils constituent la contribution de chacun des ministères et organismes à la réalisation de la stratégie. Je fais un peu du pouce sur ce que je disais tantôt, là, la fragmentation des mandats, si on veut. Là, la stratégie gouvernementale, c'est l'engagement de tout l'État, puis après ça, elle contient 36 objectifs. Et puis les ministères et organismes visés par la loi là, répondent par l'entremise de leur plan d'action de développement durable à certains de ces objectifs-là. Ce qui est bon à savoir, en fait, aussi, c'est que la concordance entre les objectifs de développement durable 2030 de l'ONU et ceux de la stratégie québécoise a été établie. Et puis, c'est de cette façon qu'il sera possible de rendre compte de la participation du Québec aux efforts des Nations unies. Les communautés, si on parle des communautés, c'est quand même le thème de la table de la journée de formation. Les communautés, bien, pour leur part, les municipalités ne sont pas des organisations qui sont assujetties à la loi sur le développement durable au Québec. C'est donc sur une base volontaire qu'elles s'engagent dans le développement durable et qu'elles réalisent des actions, puis des démarches de développement durable. D'ailleurs, j'ai bien hâte d'entendre les expériences des collègues ici présents, puis avec des exemples dans des municipalités de différentes tailles aussi. Ça aussi, c'est fort intéressant. Continuons. Bien, le cœur de ma présentation, en fait, c'est le plan d'action de développement durable du ministère. C'est pour ça qu'on m'a demandé de présenter aujourd'hui. Je pensais que c'était important de mettre un peu la table. Donc, le plan d'action de développement durable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a été adopté, il est en vigueur. Et puis, il couvre évidemment la même période là, que la stratégie gouvernementale. Il contient 17 actions qui contribueront à l'atteinte de 14 objectifs de la stratégie. Puis, c'est ça, comme je disais, la stratégie elle-même en contient 36 qui sont séparés sous 5 grandes orientations. Et puis, par ailleurs, la particularité du ministère des Affaires municipales, c'est qu'on a une action réseau. Une action réseau qui est destinée à la contribution des organismes municipaux à la stratégie, qui, je le répète, ne sont pas visés par la loi, mais on les incite à participer au développement durable. Puis cette action-là est sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales. Dans le fond, je pourrais dire que c'est sous l'orientation 4. Excusez. Je trouvais ça intéressant de dire que c'est sous l'orientation 4 de la stratégie gouvernementale que notre action est adoptée.
bon, je vais le retrouver. Mais bref, l'orientation 4, c'est l'appui, c'est le volet territoire. Dans le fond, il y a 5 orientations dans la stratégie. Les 3 grandes sphères du développement durable, là, économie verte, environnement, puis le social. Et puis, on a également là, les territoires. Donc, c'est dans cette orientation-là que le ministère des Affaires municipales est très interpellé. Puis les municipalités aussi, évidemment. Puis l'orientation 5, à titre d'information, c'est l'exemplarité de l'État. Donc, là, évidemment, c'est un autre pan là, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors, cette action dite réseau, qui est inscrite là, à l'action 7 du plan d'action de développement durable du ministère, c'est son titre. En fait, son titre, c'est « Appuyer les organismes municipaux dans leur engagement dans une démarche de développement durable ». Vous vous demandez peut-être, en fait, quelle forme prend cet appui, parce que notre verbe d'action ici, c'est « appuyer ». Effectivement, là, c'est une excellente question. Le document, là, le plan d'action n'est pas complètement explicite sur cette question-là. Et puis, bien, ça fait partie de la vie du document qui va durer 5 ans. Donc, sa mise en œuvre prend plusieurs formes. Le ministère travaille avec une table qui est instituée par la stratégie sur laquelle sont représentés les organismes municipaux. Il y a donc ici une forme de partage de responsabilités pour arriver aux fins visées. Le ministère offre également un guide pour une démarche de développement durable sur le site Municipalité durable. C'est un site qui fait partie là, de la plateforme numérique intégrée québec.ca. En tapant Municipalité durable dans Google, ça sort tout de suite. J'ai fait le test. De plus, le ministère collabore étroitement avec le ministère de l'Environnement, qui est responsable de la stratégie dans son ensemble, et avec l'Institut EDS sur les questions et les enjeux de données, notamment. Donc, on pourra en entendre parler plus cet après-midi, lors de la 2e table ronde. Bon, je vois que mon temps est écoulé, alors je vais conclure. Je peux vous dire qu'on travaille à la mise en œuvre de cette action afin que nos interventions soient les plus utiles et les plus porteuses pour le milieu municipal, puis évidemment toujours en faveur du développement durable. Et puis, d'ailleurs, on devra mesurer l'atteinte des cibles. Nos engagements, dans le fond, c'est de mesurer la proportion des organismes municipaux engagés dans une démarche de développement durable et ceux également qui mettent en œuvre des mesures dans les 3 dimensions du développement durable, avec des cibles en 2025 et 2028. Alors, pour mesurer l'atteinte des cibles, on va faire de nouvelles enquêtes lors de ces années-là. Puis j'espère que le milieu municipal répondra en grand nombre. Puis bien, pour finir, merci. Merci pour votre écoute. Puis je suis aussi impatient que vous d'écouter mes collègues et disponible pour les questions plus tard. Merci beaucoup, Simon. Donc, nos prochains intervenants viennent de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, j'ai le plaisir d'inviter Michael Pilote et Lucane Tremblay à me rejoindre. Donc, Michael Pilote est le maire de la ville de Baie-Saint-Paul. Il est aussi titulaire d'une maîtrise en administration de l'ENAP et d'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université du Québec à Rimouski. Il est infirmière clinicien au CIUS de la capitale nationale depuis 2013. Impliqué dans son milieu, il a dirigé l'ambulance Saint-Jean de Baie-Saint-Paul de 2014 à 2020 et il a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec en 2013 pour son engagement exemplaire. Comme maire, il se préoccupe notamment des loisirs et des sports ainsi que de la rétention des jeunes familles à Baie-Saint-Paul afin d'assurer un développement optimal et convivial de la municipalité. Lucane Tremblay est directrice des communications et du développement durable à la ville de Baie-Saint-Paul. Elle coordonne l'élaboration, la réalisation et la diffusion du plan d'action en DD municipal depuis ses tout débuts en 2004. Elle détient un baccalauréat en arts et une maîtrise en communication publique de l'Université Laval et a travaillé en relations publiques, en tourisme, en communication, marketing et plus récemment en communication participative, notamment pour animer le potentiel de changement d'une collectivité et d'instaurer un dialogue entre les acteurs, les problématiques de développement et les échelles territoriales. Donc, Michael et Lucane vont venir nous présenter l'historique de la ville et de son implication en DD. Je vous cède la parole. Bon, alors ça va être la gestion du micro. Merci, Chloé.
Bonjour tout le monde. Alors nous, on a décidé d'animer ça à deux, donc pour vous montrer que le développement durable, oui, il y a la notion politique qui est très importante, puis il y a aussi la notion territoriale, c'est-à-dire sur le terrain, mais les actions, il faut qu'elles soient réalisées. Donc, je cède tout de suite la parole à M. le maire. Merci. Excusez, merci beaucoup. On va faire ça quand même rapidement. En 10 minutes, il peut se passer bien des choses. On va essayer de voir si on est correct avec ça. Oui, ça marche bien. Donc, je vais y aller plus avec la partie pour présenter un petit peu Baie-Saint-Paul. Tantôt, on l'a mentionné qu'il y avait différentes municipalités qui étaient quand même là, de bons exemples au Québec. On le sait, avec la capitale nationale, il y a Québec, il y a Victoriaville, donc des villes qui sont de plus grandes, qui sont beaucoup plus grandes en termes de population que Baie-Saint-Paul, mais on voit que c'est tout autant possible d'arriver avec des résultats qui sont intéressants dans des municipalités qui sont un petit peu plus modestes. Donc Baie-Saint-Paul, on n'est pas loin de la ville de Québec, on est à 1 heure de route, à peu près 100 km. On est au nord du fleuve Saint-Laurent, une ville de centralité. Donc, on a les services de la MRC de Charlevoix qui sont à Baie-Saint-Paul, le centre hospitalier, l'école secondaire, la Sûreté du Québec, tout ça, les différents services municipaux se retrouvent à Baie-Saint-Paul. Réserve également de la biosphère de Charlevoix, hein, ça, de l'UNESCO. On en est quand même bien fiers. Et ça, je me plais souvent à dire que oui, c'est un beau titre, mais en même temps, il faut faire en sorte de bien le comprendre et de bien l'appliquer. Il y avait des projets, on ne parlera pas trop de ça aujourd'hui, mais il y a eu des projets, entre autres, le fameux Géolagon, auquel je ne croyais pas à ce projet-là. Je me disais, on est une réserve mondiale de la biosphère, donc il faut quand même qu'on en prenne en considération, sinon un jour, on devra retirer le tout de nos PowerPoint. Bref, 7600 habitants, donc on est autour de 8000. 8000, c'est quand même pas beaucoup. Le week-end, autour de 10 000 avec le tourisme, puisque c'est quand même un de nos moteurs économiques d'importance. L'été, autour de 20 000. Il y a une fin de semaine de l'été où on accueille notre festival qui fait notre fierté, le Festif, où on est autour de 50 000. Donc, c'est quand même possible d'y arriver là, avec des résultats à travers cela. Le bouton vert. Vert, OK. Vert. Ah, ici. Il est pas assez gros. Ah, excuse. Je voyais effectivement celui de gauche, mais pas celui de vert. Pas le vert. Ah, là, ça marche plus. Bizarre. Tantôt, il marchait bien. Désolée, je ne me suis pas pratiqué tantôt dans la pause. Ça ne fonctionne plus. Tantôt, il marchait bien. Il est bloqué. Ah! Non, c'est bon. J'avais trop reculé. Donc, Baie-Saint-Paul, hein, le Cirque du Soleil est né à Baie-Saint-Paul, donc on en est quand même fiers aussi. Il y a plusieurs événements et c'est ce qui fait également la fierté de voir que les événements aussi ont un volet développement durable. On voit Symposium d'art contemporain. Eux aussi, la notion du développement durable, tous les choix qu'ils font au niveau des artistes, au niveau de recevoir tout ça, les différents visiteurs, c'est en fonction de cela. Le Festif, hein, c'est un festival qui gagne énormément de prix à ce niveau-là. Il n'y a aucun verre de plastique qui n'est pas réutilisable, qui est sur le site. Donc, tous les bières, les consommations, c'est vraiment tout réutilisable. Il n'y a plus aucun également vêtement promotionnel qui est fabriqué lors du festif. Ceux et celles qui veulent avoir un chandail, ils arrivent avec leur propre chandail et par la suite sont capables d'aller se le faire broder directement sur le site, tout ça. Donc, c'est quand même très intéressant et c'est inspirant de les voir aller. C'est des jeunes également de la trentaine qui ont bâti ce festival-là. Il n'y a aucun choix qui est fait. Le Centre de développement durable, j'essaie d'accélérer rapidement. Le premier plan de développement durable, j'en ai parlé initialement ce matin. 2004, c'est le premier plan que la Ville a mis en place avec son agenda 21. Ce plan-là, ça nous aide puisqu'il y a des gens qui viennent appliquer à la Ville pour devenir employés, et c'est en fonction du développement durable. Il y a des citoyens qui viennent demeurer à Baie-Saint-Paul qui nous choisissent puisque c'est en fonction de leurs valeurs et de leur choix sociétal. Donc, on ne fait pas ça pour rien, le développement durable, puis il y a vraiment des gens de plus en plus qui le considèrent là, dans leur choix de vie. Donc, je passe la parole à Lucane. Merci. Alors, M. le maire vient de le dire, depuis près de 20 ans maintenant, le développement durable à Baie-Saint-Paul, on l'applique. Donc, on a 3 plans de développement durable qui ont été réalisés depuis. Ça inclut 2 plans de réduction de gaz à effet de serre. Aussi, on a organisé en 2016, d'ailleurs, je vois des professeurs ici, je vois aussi des participants qui étaient présents à ce colloque Inspirer le monde, où on voulait changer la vision de développement durable de la ville et aussi s'attacher aux nouveaux objectifs de l'ONU en 2016 qui venaient de sortir et qui s'appuyaient sur les ODD. Aussi, on a fait un colloque sur les changements climatiques pour présenter notre portrait des changements climatiques qui s'en vient pour Baie-Saint-Paul d'ici 2050. Et bon, alors vous voyez un peu là
ce qu'on a fait depuis. En 2021, on a été approché par les gens de l'Université Laval pour la démarche transformationnelle d'intégration des ODD, donc pilotée par l'Institut, bien sûr. C'est pas 3 municipalités, mais c'est bien 4 municipalités qui sont avec nous dans ce projet. On a réalisé un premier diagnostic avec la fameuse grille de l'Institut francophone de développement durable. Donc, on a pu qualifier nos actions en termes d'ODD et objectifs. Et par la suite, on a réalisé un autre diagnostic qui nous permettait, dans le fond, de mettre à jour les indicateurs qu'on suit depuis plus de 20 ans. Et en croisant les données, on est arrivé avec des grands enjeux. Mais avant ça, en 2022, écoutez, je laisse M. Pilote dire... Je vais aller rapidement, je vais le mettre en fil. L'engagement qu'on a fait, c'est à l'ordre du jour de la Terre. On a vraiment été à la consultation de nos citoyennes et de nos citoyens et ça a bien participé. Et c'est des engagements qu'on prend comme municipalité de poursuivre nos différentes actions là, à ce niveau-là. Alors, comme je vous disais, on a croisé nos 2 diagnostics pour en arriver à 5 grands enjeux de développement durable avec 15 objectifs stratégiques avec lesquels on est allé consulter notre population en avril 2023. Donc, on a organisé 4 ateliers de co-création pour les citoyens, les parties prenantes, et aussi une activité avec le comité vert de l'école Forgette, l'école primaire, parce que pour nous, les enfants, c'est l'avenir, pour tout le monde, et c'est important qu'ils collaborent à notre planification. On a pris une pause, évidemment, là, durant l'été 2023 où on a eu les fameuses inondations qui nous ont touchés. Donc, c'est clair qu'on devait travailler plus dans les inondations et aujourd'hui encore, on est encore bien impacté là, dans la gestion du rétablissement, mais on a décidé là, quand même de reprendre là, les travaux là, à la fin du mois d'août dernier. Pendant ce temps, pendant nos inondations, il y avait la compilation et l'analyse des données. Donc, 937 actions proposées par les citoyens et les enfants de l'école primaire que notre ami Jason, ici, a eu la gentillesse de compiler, de classer et tout ça pour ensuite qu'on soit en mesure, avec le comité de suivi de développement durable de la ville de Baie-Saint-Paul, qui est composé de citoyens, de parties prenantes et aussi, dans le fond, d'un élu municipal dirigé par M. le maire qui en est le porte-parole. Donc, on a travaillé à élaborer un premier plan de développement durable. Bon, là, ça ne marche plus. Ah, oui. Alors, voilà, on a, je compte plus le nombre de versions, Jason, parce qu'on en a fait beaucoup. Par la suite, on est arrivé à la mi-février. On a travaillé encore avec l'Institut pour dégager les indicateurs de suivi des actions inscrites au plan. On vient de déposer le fameux plan au Conseil. Ensuite, on va réaliser les ajustements parce qu'on présume que ce ne sera pas nécessairement à 100% sans aucun changement. Puis, dans le fond, on va travailler au plan de mise en œuvre et normalement, d'ici le jour de la Terre 2024, c'est-à-dire d'ici le 22 avril, on sera en mesure de le lancer et de le présenter à la population. Voilà. Voilà. Hey, on est dans notre temps, c'est bon. On a bien roulé. Merci. Merci beaucoup pour avoir assisté à un atelier comme observatrice qui a été mené pour les consultations. C'est fort intéressant comme démarche. Les négociations qui se sont passées dans cet atelier-là étaient, ma foi, incroyables. Donc, on va continuer, en fait, les présentations avec M. Jean-Pierre Després, qui est professeur au département de kinésiologie de l'Université Laval à Québec, directeur scientifique du VITAM, le Centre de recherche en santé durable de l'Université Laval, directeur scientifique de la Chaire internationale sur le risque cardio-métabolique et co-titulaire de la chaire de recherche en santé durable financée par les fonds de recherche du Québec Santé et première chaire de recherche ayant un citoyen et une citoyenne comme co-titulaire. Il est personnellement impliqué dans de grandes activités d'éducation et de mobilisation pour prévenir les maladies chroniques de société et est perçu non seulement comme un expert sur le plan international, mais aussi comme quelqu'un qui s'est engagé à la fois dans la création de connaissances et les efforts d'application pour améliorer la santé des populations par la promotion de saines habitudes de vie. Jean-Pierre va venir nous parler de l'initiative. C'est vraiment bravo, là. Donc,
Ouais, c'est rien de moins. Donc voilà, vous êtes ici pour nous parler de l'initiative Agissons ensemble pour la santé durable avec la MRC de Montmagny et de Lillet. Merci beaucoup, puis désolé pour l'introduction un peu essoufflante. D'entrée de jeu, laissez-moi vous dire que moi, je suis une vieille bébite académique. Ça fait 37 ans que je suis professeur-chercheur. J'ai fait de la recherche toute ma vie. Vous me voyez avec mon sarrau blanc là, avec des collègues. Puis il y a 3 mots qui traduisent mon état d'esprit ce matin. Fierté. Fierté de ce qu'on a accompli à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie dans la compréhension de maladies chroniques de société qui sont associées au mode de vie. L'obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires. L'autre mot qui traduit ma pensée, c'est humilité. Je suis un imposteur, moi, ce matin, dans ce collectif-là, mais pas tant. Et finalement, le 3e mot, c'est espoir. Des réunions comme celle-ci me donnent espoir qu'il va se passer quelque chose. Parce que après tout ce savoir qu'on a créé, puis qui est, je le dis sans fausse modestie, parce que c'est un travail d'équipe qui est reconnu mondialement, ce savoir-là, il dort sur des tablettes. Alors, ce qu'on sait, ce qu'on pourrait faire pour prévenir les maladies chroniques de société, bien, ce n'est pas utilisé au Québec, c'est utilisé ailleurs dans le monde. Notre savoir est utilisé ailleurs dans le monde, en Corée, au Japon, en Scandinavie, en Europe, mais pas au Québec. Pourquoi? Premièrement, bien, un peu partout dans le monde, puis j'aimerais vous dire que ça, c'est une caricature, mais ça n'en est pas une. On a construit une société qui est incompatible avec la santé humaine. Puis là, tout de suite, on se rapproche des objectifs de développement durable, puis d'un concept dont je vais vous parler. Alors, ce mode de vie-là, puis vous voyez, on dépersonnalise, on arrête de dire aux gens, c'est votre faute. Si tu as de l'obésité, si tu as le diabète de type 2, c'est parce que tu manges mal, tu ne bouges pas. Non, non. C'est que les environnements facilitant un mode de vie qui est incompatible avec la santé, bien, on a besoin d'y réfléchir puis de les transformer, puis la médecine ne va pas régler ça. Ce que vous voyez ici, puis ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, quand vous regardez les principales causes de mortalité dans le monde, 60 % sont des maladies qu'on pourrait prévenir, maladies cardiovasculaires, certaines formes de cancer, maladies pulmonaires, le diabète de type 2, qui sont associés à 4 comportements. On fume encore trop, on boit trop, on mange mal et on est sédentaire, on est inactif. Vous savez, ça, c'est une diapositive qui est déjà dépassée. On gère la maladie au Québec, puis on dépense 60 milliards de dollars à gérer la maladie, mais j'ai été obligé de changer ma diapo depuis le dernier budget. On est rendu à 62 milliards. Vous n'avez pas besoin d'être un génie en actuariat pour prédire que déjà dans quelques années, on va monter à 63, 64, 65. Il ne restera plus rien. Il ne restera plus rien pour des programmes sociaux ou des programmes économiques pour l'éducation. Alors, face à ce constat-là, bien, pandémie aidant, j'ai dit, bien, ce qu'on a produit comme savoir au cours des 35 dernières années, bien, je vais encapsuler ça dans un livre que je destine au grand public, pas pour les universitaires, pas pour des gens qui ont un diplôme universitaire, niveau secondaire 3, où je raconte, saviez-vous que... Et donc, c'est de la science, cela dit, mais vulgarisé pour la population qui n'a pas de diplôme de cégep ou universitaire. J'ai appelé ça la révolution active de la gestion de la maladie à la promotion de la santé pour raconter justement cette histoire que je dois vous faire en 10 minutes top chrono. Je ne retire aucune redevance de la vente de ce livre-là parce que justement, je ne veux pas qu'on m'accuse d'en faire la promotion à des fins bassement mercantiles. Mais vous savez quoi? Je l'ai envoyé à plein de ministres. Il y a un élu qui m'a appelé, le maire de Québec. Professeur Després, fantastique, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Bien, je dis, vous savez, monsieur le maire, il coûte 35 $ le livre. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des fruits et des légumes. Pensez-vous qu'ils vont avoir les moyens de payer 35 $ pour acheter ce livre-là? Il dit, d'accord. Il l'a rendu disponible dans toutes les bibliothèques de la Ville de Québec. Et il y a d'autres MRC qui l'ont fait. Alors, je vois la MRC ici de Montmagny, Lillet, ils l'ont fait aussi. Il est disponible dans toutes les villes et villages pour que les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des fruits et légumes aient au moins accès au savoir sur ce qu'on peut faire, une boîte à outils. C'est un peu comme le livre Cuisiner des sœurs, là. Alors, c'est expliqué. Il y en a qui sont peut-être trop jeunes, ils ne se rappellent pas ce que c'est que la cuisine raisonnée. Là, mais ceux qui ont des têtes grises, vous savez de quoi je parle. Et je dois vous dire que la réponse que j'ai des citoyens, ça me touche beaucoup. Alors, je reçois beaucoup d'invitations en ce moment pour démocratiser la santé. Il faut arrêter de penser que le système de gestion de la maladie va nous garder en santé. Le système de gestion de la maladie nous garde vivants, mais on est collectivement malades et ça nous coûte présentement 62 milliards de dollars. Alors, afin de prévenir de façon optimale,
ces maladies-là, il est aussi important de cibler les facteurs de risque comportementaux. J'explique dans le livre. On a produit des outils très, très simples. On parle beaucoup du poids santé. On dit, prenez vos pèse-personnes, mettez-les à la poubelle, mesurez vos tours de taille. Il y a des outils très, très simples. On peut mesurer sur une échelle de 0 à 100, comme à la petite école, la qualité de votre alimentation, votre niveau d'activité physique. Et on doit mesurer ce qu'on appelle votre condition cardio-respiratoire. C'est quoi votre condition cardio-respiratoire? Vous n'êtes même pas capable de prendre une marche rapide parce que vous êtes essoufflé. Bien, si vous faites partie du 20 de la population qui a une mauvaise condition cardio-respiratoire parce que vous êtes inactif et sédentaire, vous êtes beaucoup plus à risque de développer des maladies chroniques puis d'en mourir que si vous faites du cholestérol, d'hypertension ou du diabète. Au Québec, on fait le test navette, le test des BIP dans les écoles. C'est un excellent test de terrain pour mesurer la condition cardio-respiratoire de nos enfants, de nos adolescents. Vous savez ce qu'on fait avec ces données-là au Québec? On les met à la poubelle. S'il y a une chose que tous les Québécois, les Québécoises devraient connaître, c'est leur condition cardio-respiratoire. Alors, vous voyez qu'il y a de grands rendez-vous qui sont manqués dans cette approche-là où on gère la maladie. Parce que ce qui affecte nos trajectoires, vos trajectoires de vie en santé aux malades, c'est bien plus que le système de soins. Puis ce sont des enjeux que vous allez discuter aujourd'hui. Donner un exemple, colloque de l'ACFAS l'année passée. Puis là, je ne veux pas lancer de pierre à nos collègues de l'Université de Montréal. Regardez, l'affiche à l'entrée de la salle où avait lieu notre colloque. Envie d'un avenir plein de vie, participer à l'amélioration des santé humaines, animales et environnementales. Puis regardez les cochonneries qu'on vend juste à côté de l'affiche. Non, mais quoi? On peut se parler comme ça, se faire des planifications, on doit agir. Puis on va agir quand on va démocratiser l'exercice. Alors, c'est l'affaire de qui? Alors, c'est pour ça que j'ai sauté la clôture en 2019. J'ai accepté le défi de créer un nouveau centre de recherche en santé durable, qui est localisé, vous voyez, c'est localisé en face de l'Institut de santé mentale. Ça a été bâti par la Ville de Québec, l'ancien hôpital civil de Québec, bâti en 1912 pour 90 000 les dollars de l'époque. Alors, on s'est installé là. Puis là, il n'y a plus de sarrau blanc. Il y a des gens en sociologie, dans toutes sortes de disciplines, en dehors de la faculté de médecine, où on réfléchit ensemble à comment on peut travailler avec les citoyens pour transformer la société, pour la rendre compatible avec la santé humaine, animale et environnementale. Puis là, on pourrait discuter longuement d'une définition de la santé durable qui serait très académique. Celle que je vous montre ici a été mise sur papier suite à des échanges avec les citoyens. C'est une définition de la santé durable qui est embrassée par les citoyens, les communautés. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie et un environnement sain sur une planète en santé. On va commencer par la première partie de la définition, un esprit sain dans un corps sain. Qu'est-ce qu'on fait au Québec? Puis je ne veux pas faire de sensationnalisme. On fait des têtes pleines dans des corps sédentaires, inactifs, qui vont être de futurs adultes malades. Et on ne fait rien en ce moment. Ça devrait être un enjeu prioritaire. Vous savez, le ministre Girard là, a dit la priorité, ça va être la santé et l'éducation. Moi, je dirais d'inverser. Ça devrait être l'éducation à la santé. Alors donc, notre centre de recherche est basé sur des conversations citoyennes. On n'impose rien. Vous voyez ici des citoyens. On a des citoyens partout dans notre gouvernance, dans notre bureau de direction. Nous, on les appelle les patrons, les patronnes. Il n'y a aucune décision qui serait prise à vitam sans qu'elle soit pleinement endossée par les citoyens. Je salue le leadership du maire de Québec, puis même M. Labaume, à l'époque, lorsqu'on a lancé Vitam, c'était lui qui était maire, puis on a eu un appui extraordinaire. Puis M. le maire de Baie-Saint-Paul, je tiens à souligner encore une fois que vous êtes cité, j'ai souvent cité la ville de Baie-Saint-Paul comme exemple. Ce que vous faites, c'est remarquable. Et je vous invite à inviter M. le maire à parler de santé durable. Vous allez voir, il en parle beaucoup mieux que moi encore. Quel orateur articulé quand vient le temps de parler de santé durable. C'est inscrit, on a mentionné tout à l'heure, le concept de santé durable a été embrassé par le gouvernement du Québec. Et d'ailleurs, on a créé une chaire de recherche en santé durable et c'est la première chaire de recherche au Québec où des citoyens imaginés sont co-titulaires. La première fois qu'on a soumis ça au Fonds de la recherche en santé du Québec, on dit, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas donner d'argent aux citoyens. Non, non, l'argent va être géré par les centres de recherche, mais la symbolique, c'est que vous mettez les citoyens au cœur d'une démarche où on va mobiliser les populations, les communautés autour d'une réflexion pour passer d'un paradigme de gestion de la maladie à la promotion de la santé. Et là, je termine en vous parlant de ce qui s'est passé. On a eu une subvention du ministre Fitzgibbons puis du Fonds de la recherche en santé du Québec pour que dans les territoires des MRC de Montmagny, Lillet, puis je salue la présence des gens du CIS Chaudière-Appalaches puis de la MRC de Montmagny, où pendant 1 an et demi,
on a travaillé avec les citoyens, les citoyennes, tous les partenaires. Ça n'avait jamais été fait à dire, bien, quels sont les enjeux sur notre territoire? Là, vous voyez les gens qui ont été impliqués dans les comités de direction, mais on a tenu donc des rencontres où, vous voyez, là, on est à Cap-Saint-Ignace. Puis regardez le monde qui est à Cap-Saint-Ignace dans la salle communautaire. Des gens de tout horizon, de groupes communautaires. Et là, on réfléchit quels sont les enjeux spécifiques, pas à la Ville de Québec, pas à la Ville de Montréal, à des milieux urbains, sur ces territoires-là. Et a émané de ça, et on en est très fiers, c'est historique. Imaginez une déclaration d'engagement en santé durable des territoires des MRC de Montmagny et de Lillet. Ça, j'ai partagé ce document-là avec nos directeurs de la santé publique, puis je leur ai dit, regardez, docteur, ça, c'est de la santé publique, mais vous savez quoi? Ça vient de la communauté. Puis je veux simplement vous montrer, regardez, les choses qui ont été identifiées comme des enjeux qui ont été identifiés, alimentation, logement, environnement, transport, mobilité, mode de vie et comportement. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails ce matin, mais je peux vous dire que ça vient des communautés, des citoyens. Ce n'est pas imposé. Puis là, je vais dire quelque chose, je m'en excuse s'il y a des gens de la santé publique dans la salle, là, par des curés de la santé publique. Vous l'avez vu pendant la pandémie, là, puis je le dis encore avec beaucoup de respect pour les gens de la santé publique. Mais vous comprenez l'exercice ici? On démocratise une réflexion autour de ces enjeux-là. Alors, on a besoin de changer de paradigme en santé, bâtir un nouveau modèle de société qui va être apprenante, inclusive, bienveillante et axée sur la santé durable, appuyer le mouvement de mobilisation historique par des moyens additionnels et surtout, très important, je vous invite à réfléchir là-dessus aujourd'hui, faire avec plutôt que pour les citoyens. Les citoyens sont tannés d'être consultés. Ils veulent être impliqués dans les décisions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Després. Je trouve ça vraiment intéressant, là, comme le savoir, en fait, qui est utilisé dans toutes ces démarches-là, puis la valorisation du savoir citoyen, c'est vraiment inspirant à voir, là. Donc, la prochaine intervenante, c'est Mme Sophie Séguin-Lamarche, qui pilote le Bureau du développement durable de Victoriaville. Elle détient une maîtrise en administration publique de l'ENAP, un diplôme de 2e cycle en changement climatique de l'Université Laval et un DESS en résilience, risques et catastrophes de l'UQAM. Elle poursuit actuellement son parcours académique en santé durable et changement climatique au cycle supérieur à l'Université Laval. Engagée dans les gestions des risques majeurs et des catastrophes, elle est reconnue pour son engagement dans la résilience climatique. Élue parmi les 30 meilleurs entrepreneurs québécois de sa génération, elle a également été distinguée par la Chambre des communes du Canada pour son leadership au sein de la communauté d'affaires féminines. Donc, Sophie va venir nous parler aujourd'hui de comment intégrer l'analyse des ODD dans le processus décisionnel de la Ville. C'était le bouton vert, hein, c'est ça? Celui-là? Oui, c'est ça. Okay. Bonjour tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre. Je vais déployer tout de suite ma présentation. Je vais m'abstenir de faire tous les remerciements d'usage, puisque normalement, je faisais cette présentation-là environ 30 minutes. Donc, on va y aller tout de suite comme ça. Alors, je vous amène dans la petite histoire du Bureau du développement durable de Victoriaville. Comment est-ce que c'est arrivé, cette folle idée? Très innovatrice là, en termes de pratique municipale. Donc, le BDD, c'est une entité qui a été créée conjointement par les élus et par l'organisation municipale. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir la volonté de, oui, incarner un leadership en développement durable et en adaptation au changement climatique, mais aussi, surtout, l'idée de se réinventer, d'innover dans un monde qui est constamment en changement, vous le savez, et qui change à une vitesse tellement rapide. Le monde municipal a des impacts par rapport au changement climatique là, qui sont gigantesques et qui sont aussi imprévisibles. Donc, c'était vraiment là, d'essayer de se projeter dans une agilité en matière de développement durable. Puis, où on voulait aussi, évidemment, refléter l'engagement collectif du développement durable. Donc, la petite équipe du Bureau du développement durable, je ne vous la présente pas tout au complet, mais je tenais quand même à garder cette diapositive-ci parce que, d'abord et avant tout, ce sont des humains qui travaillent dans nos organisations et ce sont des humains qui sont totalement dévoués à cette cause. Donc, on a 4 conseillères stratégiques. Vous allez voir que j'ai un garçon, mais j'utilise le terme féminin à titre épicène.
Salutations, mon conseiller stratégique Francis est ici avec moi. Et donc, 4 conseillers stratégiques, une direction et une adjointe administrative. La façon dont on se positionne, puis c'est toute l'innovation finalement qui est dans cette idée de bureau du développement durable, c'est qu'on se situe entre la direction générale et la direction générale adjointe, c'est-à-dire qu'on se situe vraiment au niveau stratégique et décisionnel de l'organisation municipale. À cette diapositive-là, j'aurais pu ajouter, tout récemment, j'aurais pu ajouter une petite branche parce qu'on vient de se créer un comité consultatif stratégique en matière de développement durable avec les partenaires sur le territoire. Ce sera annoncé lundi prochain, donc malheureusement, je scoop un petit peu les choses. Mais comme on va garder ça entre nous, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc, notre comité stratégique, ce sont que des directions ou des présidents de direction générale d'organismes de la société civile qui est sur notre territoire de Victoriaville. Donc, on parle évidemment là, santé, sécurité civile, on parle éducation, culture. Donc, c'est très, très vaste, mais ce sont les décideurs qui sont appelés à être consultés. Évidemment aussi, à cette diapositive-là, j'aurais pu ajouter une petite branche scientifique en chef. Donc, nous avons un scientifique en chef à Victoriaville, Simon Barnabé, qui travaille avec Nicolas Fecteau, qui est Fecteau, oui, non, bon, qui est ici dans la salle. Désolée, j'ai failli te débaptiser. Donc, où est-ce qu'on se positionne en matière là, de décision dans l'organisation municipale? Bien, on se positionne vraiment au niveau stratégique et tactique, c'est-à-dire qu'on a l'opportunité d'avoir une capacité d'influence au niveau politique et au niveau de la direction générale, puis on a une capacité aussi de cadrage au niveau des directions de service. Comme on n'a pas de bras opérationnels, on travaille conjointement avec nos directions de service qui, eux, doivent déployer les stratégies en matière de développement durable. Le cadre d'analyse initiale du Bureau du développement durable, je vous remets un petit peu en contexte, ça a été créé, l'idée a été adoptée là, au conseil municipal en avril 2023. Donc, c'est les sphères du développement durable que vous connaissez bien qui ont servi de prémisse de base pour déployer ce bureau-là. Moi, quand je suis arrivée à Victo, en août, j'ai dit, les sphères du développement durable, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez clair, c'est pas assez précis, ça nous donne pas d'indicateurs, et puis c'est trop facile pour l'ensemble des gens qui les opèrent de lancer ça dans la cour de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, je fais du développement économique, je fais pas du développement environnemental, donc on se sentait moins concerné. Alors, moi, la grille des objectifs de développement durable, je l'ai vraiment intégrée en ce sens où on travaille en transversalité, tout est lié, chaque décision qu'on prend a un impact, que ce soit sur le service, par exemple, en infrastructure, en gestion du territoire, ou encore là, au niveau des loisirs. Donc, chacune de ces décisions-là peut avoir un impact transversal et cette grille-là nous aide à concrétiser ça dans la tête des fonctionnaires de l'organisation publique, mais aussi auprès des citoyens. Pour ne pas déstabiliser tout le monde, on a quand même cette petite outil-là qui nous permet de ramener quand même aussi environnement, société et économie, donc dans un langage commun, pour essayer là, de réduire l'inégalité des savoirs en ce sens. Donc, je vous lis rapidement la mission qu'on s'est dotée au Bureau du développement durable, donc orienter et accompagner l'effort collectif dans la prise de décision responsable et dans les pratiques au cœur de l'action municipale. Agir de façon concertée pour les générations actuelles et futures en cohérence avec les 17 objectifs du développement durable 2030 de l'ONU. En veille active, le BDD anticipe les tendances pour ancrer la durabilité au sein de la ville tout en valorisant l'inclusion et la diversité essentielles à la résilience de la communauté.
La vision est là. Je vous laisserai la lire ou aller visiter notre site Web. Évidemment, nous, il y a aussi le mot résilience qu'on a beaucoup intégré dans notre vocabulaire et dans nos actions, parce que l'idée, c'est vraiment de s'adapter, donc de travailler en résilience, puis de travailler en prévention. Comment on fait ça concrètement? On s'est posé beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on opère un bureau stratégique de développement durable à l'intérieur d'une organisation municipale qui, organisation municipale, a l'habitude, ou pas nécessairement l'habitude, mais la réputation d'avoir une certaine rigidité dans sa façon d'être déployée. Donc, on a étudié rigoureusement 3 façons de travailler. Donc, l'organisation apprenante, l'apprentissage par problème, puis le Spiral Inquiry. Probablement que vous connaissez une ou l'autre de ces méthodes-là. Alors, on a décidé de les apprendre comme il faut pour se doter d'une de ces méthodes. Malheureusement, on n'a pas été capable de coller une de ces méthodes à la réalité municipale. Donc, on a créé notre propre processus, mais qui est basé sur différents points gagnants des méthodes qu'on a appris, donc le processus intégré de planification, d'évaluation et de réajustement systémique. Comment ça marche? C'est beaucoup basé sur l'apprentissage par problème. Nous, on appelle ça l'approche par problème parce que c'est souvent des problèmes complexes qui arrivent au Bureau du développement durable. Chacune des décisions de l'organisation municipale peut faire l'objet de ce processus-là. Donc, on fait le tour en allant chercher des nouveaux savoirs, en travaillant avec nos professionnels à l'interne, notre organisation municipale, et en compilant ces savoirs-là vers une mise en commun et des livrables qui pourront être digestes pour les décideurs, donc vulgarisés, et qui comprendront aussi, là, évidemment, là, tout l'historique des décisions, où est-ce qu'on s'en va, etc., puis qui vont nous permettre aussi d'ajuster des indicateurs, donc la fameuse mesure par rapport aux objectifs de développement durable. Donc, chaque projet, on les note et on leur donne des indicateurs de suivi. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça donne comme livrable? Bien, ça donne des avis, des recommandations qui sont soit liées soit à la direction municipale, à la direction générale ou encore auprès du conseil municipal. On produit aussi des grandes orientations stratégiques pour la ville, pour le déploiement de la ville. Et on produit aussi, par exemple, des documents scientifiques destinés aux décideurs, donc pour prendre des décisions qui sont éclairées. On travaille beaucoup, évidemment, de concert avec notre conseil scientifique. On a, en termes de ressources, je vous l'ai dit, les ressources professionnelles internes sont notre minerai, on va le dire comme ça. On se positionne beaucoup sur des infrastructures, de la gestion du territoire, de l'urbanisme, du génie civil, sur toutes sortes d'enjeux. Évidemment, on ne peut pas avoir toutes ces compétences-là à l'intérieur d'un seul petit bureau comme nous sommes. Donc, on utilise nos ressources à l'interne. On a notre conseiller scientifique. On fait beaucoup de collaboration avec les milieux académiques. Je pense qu'il n'y a pas une université au Québec avec qui on n'a pas un lien de collaboration. Et on utilise évidemment là, beaucoup de littérature scientifique, mais aussi beaucoup de littérature grise pour coller à la réalité actuelle, puis pour bien faire comprendre nos enjeux là, auprès des décideurs. On utilise évidemment les indicateurs des 17 ODD. On a des questionnaires qu'on envoie aux élus, etc., donc de la cartographie, de la géomatique, beaucoup. Puis on a toutes sortes de petites méthodes de rétroaction et de logiciels qu'on utilise. Et c'est tout. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Ceux qui me connaissent mon amour de la schématisation. Alors, je salue particulièrement les très beaux schémas dans cette présentation. Je vais peut-être vous en piquer pour de l'inspiration. Donc, la dernière intervention, ça va être de la part de M. Stéphane Bouguet, donc, qui est directeur général adjoint en charge des services de proximité et est responsable de la mise en œuvre de la stratégie de développement durable à la Ville de Québec. Les détenteurs d'un titre d'ingénieur en génie des procédés spécialisés dans les procédés de l'environnement, d'une maîtrise en épuration et en traitement des eaux et un doctorat en sciences de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse en France.
Il cumule plus de 25 ans d'expérience en gestion, ayant déjà travaillé en entreprise privée et dans les secteurs en lien avec l'environnement, tant qu'en France qu'au Québec. Passionné, engagé, Stéphane Bouillet a toujours eu à cœur de mobiliser ses équipes dans le souci de la satisfaction de la clientèle et de la performance organisationnelle. Et il va venir nous parler aujourd'hui de la stratégie en développement durable de la Ville de Québec. Donc, bonjour, et puis merci de l'invitation. Aujourd'hui, je souhaitais venir vous partager l'expérience de la ville à travers sa stratégie de développement durable. Donc, la ville s'est dotée d'une stratégie de développement... Oups là, je ne vais pas le toucher. Donc, la ville s'est dotée d'une stratégie de développement durable il y a maintenant presque 3 ans. Comme ça a été dit par un des intervenants précédents, les villes, ça en possède beaucoup de visions, de plans d'action, de stratégies. Puis on souhaitait offrir un cadre structurant et englobant autour de tous ces plans d'action, stratégies et visions pour venir amener une perspective de développement durable. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'à terme, cette stratégie devienne un plan de match, une feuille de route pour orienter nos services vers les citoyens. Je pensais être le seul à pas avoir de problème, mais ça m'est arrivé. Donc, la démarche a démarré en 2019. C'était vraiment la genèse de la réflexion. Et ça s'est accéléré pendant la pandémie, donc en 2020, où on est rentré en phase active et où on a travaillé avec beaucoup de partenaires. On a rencontré également beaucoup d'organismes. Puis, on a fini notre élaboration par de la consultation publique. C'est en 2021 qu'on est venu adopter notre stratégie de développement durable, auquel on est venu associer un plan d'action de transition climatique. Donc ça a été adopté par les élus en juin 2021. Et ce plan d'action, ce plan de transition climatique, et d'action climatique exactement, c'est 20 projets porteurs, 120 actions pour un montant à peu près de 100 millions de dollars. Un peu plus tard, au mois d'août de la même année, en 2021, on est venu adopter un plan d'action solidaire qui venait se rajouter à notre stratégie, où on venait rajouter 16 projets, 120 actions, pour un montant d'environ d'un peu plus de 20 millions de dollars pour porter ces actions-là. Les caractéristiques de notre stratégie, elles sont représentées par ces icônes-là, ils sont au nombre de 5, et qui représentent des défis collectifs. Ces défis collectifs, ils viennent encadrer, présenter, englober notre vision qui est d'offrir en 2030 une communauté qui est engagée, solidaire et inclusive et qui profite d'un environnement sain et résilient face au changement climatique et qui récolte les fruits d'une économie juste, verte et prospère. Donc ça, c'est la vision que la Ville de Québec a adoptée dans le cadre de sa stratégie de développement durable. La stratégie, elle est représentée ici au global. Donc, vous avez nos 5 défis collectifs qui sont la décarbonation, la résilience, la transition, la cohésion sociale et la santé globale. Et puis sur cette diapositive, vous pouvez constater que nos plans, les actions qui sont dans nos plans, rejoignent un ou plusieurs des défis collectifs. Donc c'est sur cette base-là qu'a été construite notre stratégie de développement durable. Maintenant, il faut la déployer, il faut la faire vivre, cette stratégie. Donc, initialement, on a eu une approche de gestion de projet. Donc, on avait une équipe de projet dédiée à cette stratégie, avec différents chantiers. Et on s'est rapidement aperçu qu'on avait un problème d'appropriation de la stratégie par certains gestionnaires dans différents services ou unités administratives, parce que, justement, on ne venait pas arrimer la stratégie avec les activités quotidiennes et courantes de nos services. Donc ce que l'on a fait assez récemment, c'est qu'on est venu intégrer les orientations du développement durable et de notre stratégie dans notre alignement stratégique. Donc tous les ans, la Ville, on fait un exercice où on vient prioriser les actions de nos services dans le cadre d'orientation qui sont données par la direction générale. Et puis tout ça, on cascade ça à travers les unités administratives. On s'est doté également à la Ville, on a eu à la base une structure administrative verticale, donc ça c'est la hiérarchie, mais on s'est également doté d'une structure transversale pour casser les silos. Cette structure transversale,
ce qu'on appelle les services rendus. On a 8 services rendus et 9 tables de services rendus. Donc, ces tables de services rendus, ce sont des directeurs de services qui se regroupent autour d'un service, et chacun de ces services-là a une contribution directe ou indirecte à l'obtention des objectifs de cette table-là. Et chacune des tables est pilotée par un directeur général adjoint ou une directrice générale adjointe. Donc comme ça, on essaye de casser les silos et de ramener les priorités villes à travers l'ensemble des services. Et donc, dans le cadre de l'alignement stratégique et du suivi des tables, mais chaque table se voit responsable d'une ou plusieurs actions de notre stratégie. Et nos directeurs de service, via la table, deviennent également les responsables de l'obtention des cibles de ces actions-là. Oh, je suis rapide, j'ai le temps. Donc, en conclusion, ce que je voulais amener, c'est qu'actuellement, ce qu'on est en train de faire à la ville, c'est une transformation culturelle. C'est que ce que l'on souhaite à terme, c'est que le développement durable gouverne nos façons de réfléchir, d'agir et de décider au quotidien. Donc, il faut que ça devienne un réflexe. Il faut que ça devienne une valeur. On l'a fait à la ville de Québec avec la santé et la sécurité. On a commencé ça il y a une dizaine d'années. Puis aujourd'hui, on a d'excellents résultats. On a des taux de cotisation à la CNESST qui sont les plus bas qu'on ait jamais obtenus. Mais c'est ça qu'on va devoir faire à travers nos actions à travers la ville. Et il faut que tous nos employés réfléchissent en fonction de ces enjeux-là et de nos stratégies de développement durable. Et l'outil que l'on utilise, c'est l'exercice d'alignement stratégique. Je voudrais également souligner qu'au travers de cette présentation, je n'ai pas parlé des chefs de file. Dès l'élaboration de la stratégie, on a identifié des chefs de file dans chacun des services, des unités administratives. Ce sont eux, nos moteurs dans les services. Puis, eux, ils continuent. On a changé le mode de gouvernance, mais nos chefs de file, nos leaders restent là. Puis j'en vois beaucoup aujourd'hui, donc je tiens à les saluer puis les remercier pour leur implication. Puis je sais qu'il y en a aussi en ligne, et puis je les remercie également. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur notre stratégie, toute la documentation associée, mais tout est disponible sur notre site Internet. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour la deuxième partie de la table ronde, je vais poser quelques questions. On va aussi prendre des questions en ligne, des questions dans la salle. Donc, en ligne, si vous avez des... Je ne sais pas pourquoi je m'adresse à toi, Jason, la caméra est là, mais si vous avez des questions en ligne, donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Jason va les poser. Le titre de cette table ronde, c'est sur les défis et opportunités. Donc, je me demandais, dans vos manières de faire, d'intégrer le développement durable, est-ce qu'il y a une approche innovante qui, selon vous, a vraiment fait une différence dans la manière dont vous avez relevé les défis? Ça peut être adressé à n'importe qui. Peut-être que je peux lancer le bal. Nous, de la façon dont on a l'impression qu'on a innové, je vais dire impression parce qu'il faut le tester. On le teste quand même depuis plusieurs semaines, maintenant plusieurs mois, plusieurs projets. Bien, c'est oui dans notre processus que j'ai présenté tout à l'heure, donc notre processus d'évaluation de déploiement. Mais je pense aussi qu'une des innovations qui est vraiment affirmée chez nous à Victoriaville, c'est que c'est le positionnement qui est stratégique. Donc, c'est vraiment une volonté des plus hauts décideurs de mettre en action le développement durable. Puis ça, ce positionnement-là, bien, il me semble essentiel dans le déploiement là, de chacune des actions. Enfin, pour Baie-Saint-Paul, je pense que l'approche collaborative fait vraiment une différence pour l'appropriation de la démarche par les citoyens. Et en fait, quand il y a des actions qui ne sont pas nécessairement alignées dans les valeurs de la ville, je pense que les élus, souvent, se font ramener à l'ordre
Est-ce que je me trompe, Monsieur le maire? Non, puis je continuerai aussi sur le fait que, excusez, de ne pas avoir peur d'aller vers les gens. Hein. Des fois, si on dit on va tenir des consultations, bien, ça va souvent être les mêmes qui vont venir parler ou les mêmes qui seront présents dans les regroupements. Donc, des fois, de sortir des sentiers battus, d'aller dans les écoles, puis vraiment d'aller à la rencontre des gens, parce que si on atteint, puis on dit juste ce soir, mardi soir, on va faire une consultation publique à l'hôtel de ville, tout ça, ça va souvent être les mêmes gens qui vont venir parler, puis je dis pas qu'ils n'ont pas leur droit de parole, c'est des citoyennes, des citoyens, mais des fois, il faut aller chercher aussi là, un petit peu qu'est-ce que les gens qui s'expriment plus difficilement en public vont penser, parce que c'est quand même très important. Et l'opinion des jeunes citoyens en devenir, bien ça, je pense que c'est très, très, très important. Puis de plus en plus, on en parle et c'est des bons ambassadeurs pour faire changer de comportement à leurs parents également. Bon, au niveau de la Ville de Québec, je pense que c'est le volet d'avoir intégré le développement durable au sein de l'alignement stratégique, parce qu'une des conséquences, c'est que les attentes signifiées de nos cadres, bien, on reprend des éléments de la stratégie de développement durable, donc on vient responsabiliser l'ensemble de nos gestionnaires par rapport à nos objectifs. Donc c'est toute l'organisation qui est amenée à viser et à atteindre les objectifs que l'on se fixe dans le cadre de notre stratégie. Peut-être juste en remettre une couche sur ce que M. le maire a mentionné. Vous savez, les objectifs de développement durable, on ne peut pas être contre ça. C'est absolument essentiel à la survie de la planète puis de la survie de l'humanité. Mais comment on démocratise l'exercice par la suite? Là? Parce que, vous savez, la personne qui ne croit pas au réchauffement climatique, on fait quoi avec ça? Bien, plutôt que de dire que tu ne comprends rien, si on a, nous, on appelle ça des conversations citoyennes, puis on s'assure que quand on fait, puis je prends l'exemple de ce qu'on a fait dans Chaudière-Appalaches, s'assurer que pas juste les gens qui jappent fort sont là, parce que ce sont toujours les mêmes, mais qu'on s'assure, parce qu'on est un peu une entité indépendante, que tous les gens qui ont des choses à dire soient écoutés et considérés. Puis je peux donner l'exemple des jeunes. Quand on est allé rencontrer les jeunes dans les écoles, on aurait pu se limiter aux directions des écoles. Je peux vous dire qu'on n'entend pas du tout la même chose. Quand on parle aux étudiants puis aux enfants, on a appris plein de choses intéressantes, puis c'est pour eux autres qu'on fait ça. Alors, s'ils ne sont pas écoutés, puis on ne considère pas ça dans les plans de match qu'on va déterminer avec eux, encore une fois, des vieilles bébites comme moi, c'est pas ça qui est important. C'est ces jeunes-là. Là. Et ce qu'ils nous ont dit souvent, bien, on n'est pas écoutés. Bien, quand on entend nos enfants, nos adolescents dire, bien, avez-vous parlé de ça? On va dire, oui, mais on n'est pas écoutés. Je pense que c'est une des leçons, nous, qu'on a apprises de ces conversations citoyennes-là. Elles doivent être aussi inclusive que faire se peut, s'assurer que tous ceux qui ont des choses à dire pour reconfigurer une société résiliente et inclusive, elles voient au chapitre. Puis c'est souvent, malheureusement, des groupes plus influents que d'autres, surtout dans des territoires ruraux, qui vont être... on en a parlé dans la conférence plénière au début. Tu peux avoir une grosse entreprise, là, puis ils ne sont peut-être pas de mauvaise volonté, mais ils peuvent avoir parfois énormément d'impact sur un développement d'un territoire en milieu rural. Bien, il faut s'assurer que toute la communauté elle voit au chapitre. Bien, du côté du ministère des Affaires municipales, je pourrais dire, en fait, que le plan d'action de développement durable, je vous ai présenté l'action 7, qu'on appelle l'action réseau, mais en fait, il comprend 17 actions, donc on le fait aussi, effectivement en collégialité. Là. Tous les secteurs du ministère sont interpellés. Mais c'est fait à l'interne, à l'exception de l'action 7. Je vous parlais d'une interface là, avec le milieu municipal qu'on entretient. Sinon, effectivement, c'est fait à l'interne. On n'a pas de... On est, disons, moins près de la population là, que les représentants municipaux qui sont ici, présents. Par contre, une belle avancée aussi, c'est qu'on l'intègre dans toutes les facettes possible là, des politiques publiques et puis les planifications, puis notamment dans le plan stratégique qui est en vigueur depuis, qui est en cours. Là, on a fait une belle place au développement durable. Je vais faire du pouce un peu là-dessus. Dans toutes les présentations, vous avez, tout le monde a parlé de différentes manières dont il y avait une collaboration avec de multiples parties prenantes. On a parlé de tables, on a parlé d'ateliers, on a parlé d'inclure des citoyens dans la gouvernance.
on a parlé de comité consultatif, quels apprentissages majeurs peut-être vous retirez de ces processus-là de collaboration avec des parties prenantes, puis qui pourraient peut-être servir une communauté qui voudrait mettre en place là, un processus? Bien, je pense que l'apprentissage premier, c'est qu'il faut livrer. C'est beau de consulter les gens puis d'aller les voir, mais si en bout de ligne, ça reste, comme je disais, sur des tablettes, bien, il n'y a rien qui va se faire. T'sais, nous, on veut être présent avec les gens. Puis ça, j'aimais bien ça tantôt, là, de faire avec les gens et non pour eux. Là. Ça, je pense que le système de santé doit l'apprendre. Là. C'est mon autre chapeau de professionnel de la santé. Mais un exemple qui est complètement banal. L'an dernier, j'ai reçu à l'Hôtel de Ville les jeunes de 6e année. Puis c'est dans le cadre de la semaine des municipalités, puis je voulais simuler vraiment un conseil municipal avec eux. Puis j'ai dit, vous allez me présenter un projet. C'était préparé à l'école, puis il y avait le projet de mettre en place un trampoline géant extérieur. Puis j'ai tripé sur le projet. Fait que j'ai dit, on va le faire pour vrai, on va le matérialiser. Puis là, il était tellement content. On devait l'installer l'an dernier, mais il y a eu notre pause là, reliée aux inondations. Donc, il est arrivé, il va être installé dans les prochains mois. Et là, ça motive les gens de savoir que c'est correct. On les écoute, je prends le temps, puis je les accueille au bureau, mais en même temps, ce qu'on veut, c'est que ce qu'on a comme input de leur part, c'est qu'on puisse le matérialiser, puis ça leur donne le goût de revenir puis de s'exprimer. Parce que quand on s'exprime, puis que ça fait juste des beaux petits rapports qui sont tablettés, puis qu'on prend des belles photos, bien après ça, les gens ils se disent ben, c'est juste pour le PR, c'est juste pour que ça paraisse bien, puis il n'y a rien qui se fait. Donc moi, je pense que ce qu'on doit retenir, c'est que quand on consulte les gens, il faut livrer par la suite. De notre côté, à Victo, je pourrais dire que c'est créer des occasions. La consultation, les parties prenantes, les comités consultatifs, c'est vraiment de créer des occasions de mutualiser, de circularité, donc de réflexion ensemble pour savoir comment est-ce qu'on fait pour s'entraider. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, puis ça fait partie de l'objectif 17, d'ailleurs, les partenariats dans le développement durable. Donc, on a réussi à créer vraiment une synergie, puis ça, bien, ça ne date pas du Bureau du développement durable, ça fait des années là, que ça se construit. Donc, cette synergie-là, elle est intéressante autant d'un point de vue environnemental, social qu'économique, et tout le monde embarque dans la machine à créer ces opportunités-là. Si on ne se parle pas, on ne crée pas d'opportunités. C'est juste ajouter là-dessus, revenir sur ces deux derniers commentaires-là. Il faut que... C'est beau les rapports puis les politiques qui sont sur les tablettes. Ce que les gens veulent, c'est que les choses changent. Puis quand on travaille avec les gens, bien, il y a des choses concrètes qui sortent, puis on écoute les gens, puis on va prioriser qu'est-ce qui peut être fait, excusez l'anglicisme, des quick wins, là, des choses qui peuvent être faites qui vont avoir un impact concret. Là, je vous parlais dans le domaine de la santé durable, parce que ce sont des dimensions des objectifs de développement durable. Il y en a quand même pas mal là-dedans. Mais il faut, pour revenir sur ce que M. le maire disait, il faut livrer. Sans ça, si c'est juste des trucs qui dorment sur les tablettes, on en a plein de rapports, on en a plein de politiques. Saviez-vous qu'au Québec, la politique de prévention, c'est probablement la plus belle au monde, la meilleure au monde, exprimer des meilleures pratiques dans le monde. Ça dort sur des tablettes. On n'en fait pas. Jamais nos enfants ont été décidés, ce que je vous disais tout à l'heure. Fait qu'il faut livrer d'une part. Puis l'autre défi, c'est regardez aujourd'hui, là, moi, j'ai appris des choses absolument extraordinaires. Je rencontre M. le maire, puis la première fois, j'entendais, je suis ce qui se passe dans la ville de Victoriaville, parce qu'avec les projets qu'on a, entre autres, Chaudière-Appalaches, bien, on s'intéresse justement à d'autres initiatives. Bien, ça, il faut qu'on crée des forums, des espaces où on va partager rapidement nos meilleures pratiques, parce que les citoyens et les citoyennes y attendent après ça. On doit changer, on ne doit pas rester en ce moment en mode, là, on discute entre nous, entre universitaires, puis on se fait des belles rencontres. Les gens veulent l'action, les gens veulent des changements. Fait qu'il faut qu'on se donne ces moyens-là, ces structures-là, puis si on ne les met pas en place, ça ne se fera pas spontanément. Pour la Ville de Québec, on fait beaucoup de consultations, on a beaucoup de processus de consultation. On a de nombreux conseillers en consultation, donc, notamment un de ces conseillers aujourd'hui présent dans la salle. Là. Mais un des enjeux qui ressort, c'est comment faire venir parler des personnes là, qui sont favorables à des projets, qui veulent justement du changement, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce sont souvent les opposants qui prennent la place, et que c'est un frein à la mise en œuvre de projets concrets.
Donc ça fait partie des enjeux auxquels on doit réfléchir dans le futur de façon globale à travers toute la société. J'ajouterais un point, je un peu en faisant du pouce sur ce que vous avez dit, Monsieur Després. Aux affaires municipales, nous, évidemment, on a une vision sur tout le Québec, puis on trouve ça super intéressant, les initiatives qui sont faites dans les municipalités. Mais ce qu'on cherche à faire, puis ça, c'est un vrai défi, c'est de, justement, développer, par exemple, une plateforme intéressante là, où est-ce qu'on peut avoir de l'information, retrouver facilement de l'information sur ces initiatives-là pour pouvoir inciter d'autres municipalités à s'en inspirer, puis aller de l'avant. Puis c'est un élément qu'on note là, qui manque, là, bien qu'il y ait beaucoup de beaux échanges là, dans le milieu municipal, là, directement entre les municipalités, par l'entremise de diverses associations notamment. Je vais peut-être poser une dernière question, puis après ça, on ira dans la salle. Par rapport au titre, on parlait de défis et opportunités. J'aimerais ça retwister ça un petit peu. Je pense que... Quels sont, selon vous, les jalons ou les verrous qui doivent être soit placés ou défaits pour être capable de vraiment progresser dans cette intégration-là du DD dans les communautés? Ou vous pouvez aussi me dire une information sympathique, soit positive ou négative, que vous avez appris dans vos projets que vous pensez peuvent servir à d'autres gens qui veulent mettre en place une démarche. Peut-être y aller. Vous savez, ceux qui veulent aller vite, là, ils tournent les coins ronds. Il faut prendre le temps. Non, c'est vrai, il faut prendre le temps. Ce qu'on a fait dans Chaudière-Appalaches, 1 an et demi, là. Mais, encore une fois, on a une déclaration d'engagement qui vient de la communauté, qui vient des citoyens. Ça vient d'eux, imaginez. Alors, il y a consensus là-dessus. Si on veut aller vite, tourner les coins ronds, puis on ne s'assure pas de faire avec, puis on reste encore dans une stature où nous, on a le savoir, puis on sait faire, bien, les gens n'embarqueront pas. Fait que ça, je pense que... pour ça... Bien, il faut structurer. Nous, c'est une phrase que j'ai appris, puis je vais citer le PDG du CIS Chaudière-Appalaches, M. Patrick Simard. Et Jean-Pierre, si je comprends bien, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut se donner les moyens de structurer l'écoute citoyenne. J'aime beaucoup cette... ça vient de lui, là, je le cite. Là, il va être content que je le cite. Structurer l'écoute citoyenne. Comme c'était une question un peu ouverte, je me permets, moi, de mon côté, peut-être de citer quelques défis qu'on peut rencontrer, puis je ne pense pas que ça soit exclusif à notre municipalité. Je pense même que ça peut arriver dans toutes les municipalités du Québec. On a des défis, beaucoup de cohérence intergouvernementale. T'sais. Donc, on essaye d'appliquer des mesures au niveau municipal, puis on se fait demander des choses différentes au niveau provincial et au niveau fédéral. Donc, il y a ça. Il y a vraiment... Puis, quand on parle de cohérence aussi, on parle de cohérence des actions des gouvernements. Donc, quand un gouvernement provincial établit une politique d'architecture et d'urbanisme, mais qui dit que lui-même n'est pas sujet à cette politique-là, bien, c'est un peu difficile pour nous, après ça, de gérer ça, parce que quand on fait des réglementations municipales, bien, ils ne sont pas assujettis non plus. Donc, les meilleures pratiques ne sont pas nécessairement toujours, c'est pas toujours le cas que ça devient grave, mais ça peut être grave dans certaines situations, comme on a vu récemment des nouveaux déploiements d'hôpitaux avec des maires de stationnement. Donc, on se dit, bien, où est-ce qu'on l'a échappé en termes de société? Ensuite de ça, un risque aussi qu'on a, un défi qu'on a collectivement, mais c'est vraiment le défi que j'appelle l'inégalité des savoirs. Puis j'embarque là-dedans aussi la désinformation, puis les risques de dérive de groupes marginaux, comme mon collègue de la Ville de Québec pouvait le dire, il y a des groupes marginaux qui prennent plus de place que ce qu'ils devraient prendre. Donc ça, c'est vraiment un défi aussi, la façon dont on gère l'information, dont on transmet l'information au Québec. On a de moins en moins de médias. Nous, on est dans un désert médiatique, puis ça a un impact sur la capacité d'informer la population. Le manque de données et de recherche scientifique en région.
Nous, on n'a pas d'université sur notre territoire. Une chance que les universités sont ouvertes à venir travailler avec nous parce que c'est vraiment ça aussi un gros enjeu. Puis, évidemment, là, un impact que tout le monde a, c'est le temps qu'on n'a pas pour déployer les mesures qu'on veut déployer, puis les ressources, tant les ressources financières que les ressources humaines, c'est vraiment des obstacles qui sont majeurs. On veut en faire plus, mais comment? Comment quand on n'a pas nécessairement là, cette capacité-là? J'irais peut-être juste la question, là, c'est un petit peu ça que je voulais aller. Les ressources humaines et les ressources financières. Hein. Souvent, des fois, lorsqu'on demande des subventions, hein, quand j'ai fait du porte-à-porte aux dernières élections, les gens me disaient il y a trop de monde qui travaille à la ville, tout ça. Puis je leur disais bien, on vient de refaire votre rang chez vous l'an dernier, étiez-vous content? Ben oui, mais savez-vous le nombre de documents qu'on a dû compléter pour être en mesure d'avoir les subventions? C'est pas on appelle un ministre puis j'ai besoin de 5 millions, OK, c'est beau, je te fais un virement Interac. C'est pas de même que ça marche. Avec les gens, de comprendre toute la documentation qu'on doit faire puis qu'on doit remplir, ça prend des ressources, c'est épouvantable pour faire de la reddition de comptes par la suite. C'est épouvantable. Puis toute la question financière, M. Després le dit tantôt, hein, la prévention, l'État n'investit pas beaucoup là-dedans. Puis, M. Després est plus là-dedans que moi, mais quand j'étais à l'université, 1 $ investi, c'était 5 $ en prévention à ce moment-là. Là, ça a dû encore changer dans les dernières années. C'est rendu 17. Oh, mon Dieu, je vieillis finalement aujourd'hui. Mais c'est ça. Le gouvernement investit très peu. Juste la question des infrastructures de loisirs, parce que le développement durable, c'est pas juste le volet écologique. Hein. Lorsqu'on arrive dans le volet de la qualité de vie, que ce soit des arénas, que ce soit des complexes sportifs, puis la dernière fois qu'il y a eu un appel à projet, il y a eu pour au-dessus d'1 milliard de demandes de projets, puis il y avait 300 millions dans l'enveloppe. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont être dessus au Québec. Et je pense que si on veut livrer des projets, bien, ça prend en même temps du soutien des paliers de gouvernement supérieurs. Et ça, je pense qu'on est encore loin d'avoir de quoi. Désolé. En fait, moi, je voulais juste ajouter à ce que Madame a dit que c'est pour une petite municipalité, tout ce que vous avez dit, vous multipliez par 10. Donc, c'est exactement les mêmes défis, puis il faut avoir vraiment une persévérance et un désir d'arriver au bout là, à toute épreuve. Moi, de mon côté, là, pour revenir à la question, là, je citerai d'abord notre maire qui nous dit souvent qu'il préfère l'imperfection au néant. Puis dans le cadre du développement durable, là, je traduirais ça ou j'adapterais ça en il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petits gains. Tout est bon à prendre. Vous voulez ajouter quelque chose? Je souhaite aussi qu'on garde du temps pour les questions, de l'assistance, mais moi, peut-être mon mot de la fin pour cette tournée-là, c'est juste de renchérir à l'effet que le milieu municipal, c'est un joueur vraiment incontournable là, de la transition vers des modes de développement viables. Et puis, on le reconnaît, puis on est présent aussi pour vous appuyer. Est-ce que tu veux prendre une question en ligne avant que j'ouvre? Oui, bien en fait, il y en a une qui est très en lien, mais elle a pas mal été répondue quand même, là, mais c'est en lien avec ce qui a été mentionné précédemment. Là. Quelle serait la meilleure stratégie pour une petite ville pour mettre en place une stratégie de développement durable, considérant le manque de budget et de ressources? Je sais que vous l'avez déjà un peu mentionné, là, mais s'il y avait d'autres éléments. Non, j'en ai Je pense qu'on en a parlé un petit peu indirectement, mais c'est de prendre le temps, c'est de s'entourer, de ne pas avoir peur à cogner aux portes. Moi, ce que je dis dans la vie, c'est de foncer, puis le pire qu'on peut avoir, c'est un non, mais d'essayer de faire du réseautage, puis d'avoir des attracteurs positifs, des gens qui vont pouvoir nous aider. Et souvent, il y a des choses qui se font ailleurs, et si ça se fait ailleurs, bien, c'est possible de l'importer, de l'adapter, surtout à notre milieu. Donc, c'est ce que je pourrais suggérer aux gens des plus petites municipalités, là, d'aller voir qu'est-ce qui se fait, puis oui, il y a des ressources là, par les différents ministères là, qui peuvent être octroyés à ce niveau-là. Puis peut-être si je peux compléter, puis là, je vais vous lancer une fleur, Monsieur le maire, mais une ressource qui ne coûte pas cher dans les municipalités, c'est la communication des élus. Donc, les élus qui communiquent beaucoup avec leurs citoyens. Nous, à Victo, on a un maire hyper actif qui aime beaucoup, beaucoup parler d'environnement. Puis ça reste notre meilleur porte-parole, considérant justement les ressources limitées, mais aussi les canaux de diffusion limités. Donc, quand le maire ou la mairesse d'une municipalité s'engage dans un discours comme ça, bien nécessairement, ça aide à vulgariser, ça aide à créer la culture. Donc, ça coûte pas cher, puis ceux qui le font bien.
Juste élaborer là-dessus, tout à fait, Monsieur le maire. Vous êtes un exemple éloquent avec notre maire ici à Québec, le maire Marchand, puis une communauté grandissante de maires et mairesses d'une nouvelle génération qui comprennent les enjeux. Vous êtes des gouvernements de proximité, vous comprenez beaucoup mieux les besoins de votre population que des hauts fonctionnaires dans des tours d'ivoire. Je m'excuse d'être aussi cru que ça, là, avec tout le respect que je peux vous porter. Vous les comprenez, les enjeux. Puis je dis souvent à monsieur le maire à Québec, vous devriez avoir 150 millions de dollars du gouvernement provincial dans vos budgets, parce que prenez l'exemple de l'itinérance. C'est pas l'itinérance le problème. C'est les facteurs socio-économiques en amont qui font que les gens vont se retrouver dans des situations... C'est facile à comprendre, ça. Pourquoi on ne règle pas ce problème-là? Mais pour ça, vous avez besoin des budgets pour le faire. Puis peut-être une stratégie, bien, c'est de monter, se faire une collusion comme ça de maires et de mairesses qui sont progressistes puis qui comprennent ces enjeux-là. Puis je pense qu'il y a un pouvoir politique, là. Il y a vraiment un pouvoir politique, surtout si on fait avec les citoyens. Moi, ce que je peux vous dire, monsieur le maire, sur le terrain en ce moment, les gens, là, à partir du moment où on a des conversations, on ne vient pas leur dire « Ah, la santé durable, c'est ça, puis si vous ne comprenez pas, là, vous êtes dans le champ », les gens, ils disent « Ouais, là, on a compris que gérer la maladie, c'est un gouffre financier sans fond. On a besoin d'un nouveau modèle de société. Puis si vous nous interpellez, on va répondre présent. » Mais je pense qu'il faut être stratégique un petit peu, là, parce que vous venez de le dire, tout le monde, là, vous n'avez pas les budgets qui vous permettent de pleinement remplir vos mandats. Puis cet argent-là que le gouvernement provincial, je vais le nommer, je ne fais pas de politique partisane, vous donnerait, ça ne serait pas une dépense, ce serait un investissement. Mais vous le comprenez. Le milieu municipal le comprend, mais il semblerait qu'au provincial, on ne l'a pas compris. Puis je ne fais pas de politique partisane. Oui. Frédéric Boulay, je suis chargée de projet pour la MRC de Montmagny, signature innovation santé durable. Puis on a travaillé avec Vitam sur le projet Agissons ensemble en santé durable Montmagny-Lillet. Puis je vais aller avec monsieur le maire et Jean-Pierre et Sophie, si je crois. Mais pour les petites communautés, écoutez, dans Montmagny, là, c'est la MRC qui pilote le projet. On est dans un milieu qui est très défavorisé. On a un milieu au nord, le littoral, qui a une réalité très, très, très différente de ce qu'on peut connaître au sud. Et ce qui est gagnant, c'est l'objectif 17. C'est celui-là qui devrait être votre principal cheval de bataille. Alors, tantôt, quand j'entendais dans mes oreilles que c'était un des objectifs qui était le moins développé, ça fait aucun sens. C'est utopique de dire que les milieux vont réussir à travailler sur les 17 objectifs sans partenariat, sans travailler avec les acteurs du milieu qui ont les compétences et les connaissances pour agir, puis pour matérialiser les changements. Moi, je suis chargée de projet signature innovation santé durable. Je n'ai pas le pouvoir d'agir sur tout ce qui fait partie de mon plan d'action. Je n'ai pas les compétences en santé, en éducation, en infrastructure, etc. Ça me prend des gens autour de moi. Nous, on travaille avec le CIS, on travaille avec le centre de services, avec les écoles, on travaille avec les gens qui sont sur le terrain, puis qu'eux, ils ont du pouvoir d'agir, puis qui ont des projets concrets pour nourrir ce qu'on fait au quotidien. Sans ça, on n'a pas la possibilité de faire des changements. Donc, si je peux répondre à la question de cette personne-là, c'est le réseau, puis les partenaires, puis de défoncer des portes, puis de dire comment on peut travailler ensemble pour réussir à faire ça, parce que sinon, on n'y arrive pas. Puis le matérialiser, bien, ça peut prendre différentes formes, mais c'est important de le faire. Puis c'est ça. Ça passe pas nécessairement par les compétences qu'on a au sein de notre équipe et au sein de notre bureau. Il faut aller les chercher ailleurs. Puis il faut briser ces silos-là puis ces murs-là, parce que sinon, on ne peut pas agir sur tout ça au niveau municipal sans ça. Donc, l'objectif 17 devrait être transversal dans tout ce que vous voulez construire au niveau santé durable, développement durable. Je pense que les présentations, c'était
vraiment des beaux exemples de comment briser ces différents exemples de comment briser ces silos-là. Il y a une question ici. Je voudrais faire du pouce. Bonjour, mon nom est Sébastien Provost. Je suis organisateur communautaire pour la santé publique de Chaudière-Appalaches. Puis peut-être que vous êtes des précurseurs, peut-être que vous le savez déjà, mais peut-être qu'à la maison, là, en ligne, il y a des acteurs municipaux qui le savent moins. Mais peut-être qu'une clé, c'est d'aller voir qu'est-ce que la santé publique locale peut offrir, parce que depuis tantôt, j'entends parler de mon mandat en tant qu'organisateur communautaire, à savoir que moi, mon rôle, c'est de mobiliser des acteurs intersectoriels sur des enjeux qui rejoignent les objectifs de développement durable. On ne le nomme pas comme ça, mais la sécurité alimentaire, la persévérance, tout ça. Et autour de nos tables qu'on anime puis on coordonne, on a le milieu scolaire, on a des citoyens non polarisés qui sont déjà intéressés à venir contribuer. Donc, c'est peut-être une piste aussi d'aller voir sur ces tables-là c'est qui les citoyens qui sont là. On a évidemment le secteur de la santé, du communautaire, le privé, tout ça. Et on a une approche ascendante, donc loin du rôle de curé qu'on pourrait nous prêter des fois. On essaie justement de faire exprimer les besoins des citoyens pour leur mieux-être. Et on travaille beaucoup, évidemment, sur tout l'aspect que le professeur Després nous parlait tout à l'heure sur les environnements favorables. Donc, si vous n'êtes pas des gens en lien avec l'équipe locale de santé publique, si vous n'êtes pas en lien avec vos organisateurs communautaires, prenez le téléphone, écrivez un courriel. Si vous ne savez pas c'est qui, il y a quelqu'un dans votre équipe qui sait c'est qui. Et je pense que c'est une très belle façon de casser les silos. Puis voilà, donc j'attends vos appels. Souvent, là, les chargés de projet, les organisateurs, les coordonnateurs, on est quand même grande gueule, fait qu'on va vous trouver quelqu'un, inquiétez-vous pas. Il faut juste nous appeler. Le pire qui arrive, c'est qu'on dit non, puis ça arrivera. J'aimerais ça réagir à ça, par exemple, parce que le travail que vous faites, c'est exceptionnel, mais je pense qu'il y a des enjeux de communication. Les gens ne sont pas au courant de ce travail exceptionnel-là. Il y a vraiment des enjeux de communication. Nous, là, les conversations qu'on a avec les gens, ils ne sont pas au courant de ça. Alors, il y a vraiment un enjeu de communication parce que le travail que vous faites, là, il est exceptionnel. Oui, c'est là-dessus que je voulais rebondir parce que, à vous écouter, ça me fait penser exactement à ce qu'on vit à l'université, c'est-à-dire que tout le monde vante les vertus de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, et dans les faits, c'est excessivement compliqué à faire. Et puis pourtant, c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour tous les types d'organisations, pour nos sociétés en général. Les grands enjeux aujourd'hui auxquels on est confronté, on ne sera pas capable, évidemment, et puis les 17 objectifs le montrent, puis les enjeux entourant le développement durable le montrent, on ne sera pas capable de les adresser en bon français ou d'y apporter des solutions si on le fait de manière sectorielle ou de manière disciplinaire. Mais c'est très compliqué parce que d'abord, il faut effectivement, comme le disait juste, comment il a dit, des siloés. Je ne sais pas si. C'est ça. En tout cas, il faut créer de la porosité dans les silos. Et ça, c'est pas c'est pas très très simple. Puis quand j'entends monsieur juste avant moi là, ces fonctions-là, un peu des fonctions de, ça m'agace, des fonctions de il y a une théorie qui existe, la théorie de l'acteur réseau, on appelle, et puis on parle d'acteurs frontières, là, c'est-à-dire des gens qui jouent le rôle de traduction, mais traduction dans le bon sens, là, entre les domaines de connaissances, entre les organisations. Et ces gens-là, c'est les plus invisibilisés. Vous le disiez, là, et puis Jean-Pierre, tu le disais, c'est-à-dire qu'on ne le sait pas. Et puis peut-être qu'un des leviers forts, ça va être de faire en sorte que ces acteurs-là qui sont essentiels, on les remette vraiment au-dessus en scène, de façon à ce qu'ils soient très visibles et qu'ils prennent beaucoup plus de place dans tous les dispositifs et les projets qui seront mis en place, sans quoi on aura toujours de la misère à créer cette porosité-là. Il y avait peut-être une dernière question dans la salle. Je reviens sur le mot désiloé tout à l'heure. Okay. Et ce qui est ressorti de la première intervention, justement, c'est que le cadre ODD est un cadre qui permet justement d'assurer cela. Et dans toutes vos interventions,
Il y a très peu qui en ont parlé. Il y a très peu qui nous ont indiqué comment, surtout ceux qui ont fait l'expérience, comme la ville de Québec, comment cela a servi justement à créer cette dynamique de désilorisation, si vous voulez. Ce serait intéressant de voir comment, vous qui avez fait l'expérience concrète de la priorisation des cibles des ODD, à partir de laquelle vous avez construit votre plan d'action, vous aussi vous avez fait cette expérience-là, comment ça a permis justement de créer une dynamique communautaire qui permet de désiloer justement les différents intervenants. J'aimerais aussi poser cette question-là aux représentants du ministère des municipalités, des affaires municipales, pardon. Est-ce qu'il existe une démarche systématique pour justement diffuser, populariser, disons, vulgariser justement ces cadres ODD au niveau des différentes municipalités? Je pense qu'il y a certains outils qui vont être présentés cet après-midi, si je ne m'abuse, mais je vous laisse... Rappelant, c'est vrai qu'on avait une intervention de 10 minutes. Bon, j'ai fait 8 minutes, mais je ne pense pas qu'en 2 minutes, j'aurais pu répondre complètement à tout ça. Mais la principale information par rapport à ça, c'est que la démarche nous a permis de faire ressortir, de mettre en lumière les silos. Et à partir du moment où on sait qu'il y a des silos, on peut mettre en place des solutions. Nous, de notre côté, je dirais que la façon dont on désiloise, c'est la première fois que je le dis, c'est peut-être... c'est sûr que notre positionnement à haut niveau nous offre une vue d'ensemble. Donc, d'une part, ça aide. Quand on est dans le bas de la pyramide, c'est plus difficile de voir l'ensemble, le périmètre qu'on occupe. Quand on est dans le haut de la pyramide, on voit toute la structure. Donc ça, c'est sûr que ça aide. Mais je dirais que ce qui aide le plus, puis je vais le dire en anglais, c'est « connection before action », même à l'intérieur de nos organisations. Donc, nous, on désiloise en parlant à nos collègues, en les consultant parce qu'on doit avoir leur savoir, leur connaissance, on les exploite. Et de cette façon-là, ils nous questionnent aussi et ça nous aide à désiloiser parce que nous, on explique les objectifs de développement durable, on explique comment est-ce qu'ils sont interreliés. Et puis, ça fait pas tellement longtemps qu'on travaille avec cette grille-là, mais déjà, le principe d'interrelation, il est déjà bien ancré, du moins chez les directions de chacun des services de la ville. Donc, c'est pas rare qu'on a une rencontre entre, par exemple, la gestion du territoire et la gestion des infrastructures, puis même des fois les travaux publics. Puis là, tout le monde se parle, puis là, tout d'un coup, ils disent, bien, un instant, on va appeler le Bureau du développement durable pour qu'ils viennent nous désiloiser parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, c'est eux-mêmes maintenant qui ont ce réflexe-là. Puis, donc, de l'intégrer dans chacune de nos démarches, ça donne le réflexe à d'autres. C'est contagieux, la désiloisation. Il y a le deuxième volet de la question aussi de notre dernier intervenant, sur lequel, qui m'était adressé à moi, en fait. Pour les municipalités, bon, évidemment, il y a plusieurs approches possibles. Puis aujourd'hui, on parle des objectifs de développement durable promus par l'ONU, là, puis c'est assurément une excellente approche, là. Maintenant, pour... dans le fond, nous, on sonde les municipalités là, pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur démarche de développement durable. Et puis, c'est pour le cadre là, de référence qui est utilisé, c'est pas pour l'instant là, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Il y a une définition là, de démarche municipale de développement durable qui a été adoptée par disons, comité en haut lieu là, sur le développement durable au Québec, qui date du tournant des années 2010. Donc, on n'était pas encore là, dans le cadre là, des objectifs 2030. Les critères pour considérer qu'une démarche municipale de développement durable
est valide, c'est que ça doit prendre un engagement du conseil municipal, donc un engagement public, pour de s'engager dans la démarche qui elle, comprend des actions dans les 3 dimensions du développement durable. Donc, on parle de dimensions et non en lien avec les objectifs. Par contre, pour déterminer si les actions sont en lien avec les dimensions, bien, on fait un appariement avec une liste d'enjeux, la même liste qu'on s'est servi pour les dernières enquêtes qui ont eu lieu. Là. Juste en a glissé un mot aussi, là, mais ça fait il y a eu 4 enquêtes sur faire un portrait des démarches de développement durable du milieu municipal. Puis aussi en 2023, un autre document dont juste a parlé, on y est allé avec une nouvelle approche. Ceci dit, je m'écarte, le 3e critère, ça prend une reddition de compte public. Donc finalement, là, ce qu'on considère comme une démarche valide, là, qui est en vertu du plan d'action de développement durable du ministère, c'est ça, là, engagement public, reddition de compte public, puis une démarche complète, bien, finalement, ça prend des actions dans les 3 dimensions du développement durable. Voilà. Merci. Si je peux me permettre de rajouter une petite chose. Dans le fond, nous, on co-construit le plan avec les citoyens, mais aussi avec les employés, les directeurs de services. Donc, c'est sûr et certain que tout le monde met la main à la pâte pour réaliser le plan d'action. Puis aussi, avec le comité de suivi de développement durable qui est formé de partenaires externes à la ville, mais eux, c'est même dans la description, quand ils acceptent de devenir membres du comité de suivi, ils ont un rôle à jouer dans l'entreprise qui représente, en fait, dans le CIUS ou dans l'organisation qui représente au sein du comité. Donc, ça fait en sorte qu'on essaie de diffuser le plan là, dans les principaux organismes et aussi auprès des citoyens. Là. Je vais clore la table ronde ici. Je m'excuse, je ne suis pas très bonne pour mettre des limites aux gens. Je suis désolée, Karen, mais là, ça flash en rouge. Juste une petite, très, très courte intervention. L'Institut EDS en environnement, développement, société, c'est notre mission d'être là pour diffuser les connaissances, mousser les collaborations, mettre les gens en contact du point de vue scientifique, mais aussi en lien avec les communautés. Donc, appelez-nous. Oui, appelez vos centres de recherche. On est là, on répond à nos courriels. Ça nous fait toujours plaisir. Si c'est pas nous, ça sera quelqu'un d'autre. Puis voilà, on peut vous aider. Donc, merci énormément à tous les acteurs qui ont participé à cette table ronde. J'espère que ça a été inspirant. Puis je pense que Jason a peut-être des précisions sur ce qui se passe après. Dans le fond, merci beaucoup, Chloé. Merci aux panélistes.